This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Shifting a little money here, a little there, and hoping it all works out? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can be a better budgeter and potentially lower your insurance bill too. You tell Progressive what you want to pay for car insurance, and they'll help you find options within your budget. Try it today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. OnDeck is built to back small businesses like yours. Whether you're buying equipment, expanding your team, or bridging cash flow gaps, OnDeck's loans up to $400,000 make it happen fast. Rated A+ by the Better Business Bureau and earning thousands of 5-star Trustpilot reviews, OnDeck delivers funding you can count on. Apply in minutes at OnDeck.com. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est l'heure du verdict à Belgrade. L'équipe de France a tiré sa révérence et l'a fait avec la manière. Une victoire finale face à la Géorgie pour décrocher la 9e place européenne. Alors le contrat est-il rempli ? Dans cet ultime épisode spécial, on dresse le bilan. La DER des Bleus, on revient sur ce match maîtrisé contre la Géorgie. Le jugement, c'était un très très bon championnat. On vous explique pourquoi cette équipe aux portes du top 8 nous a régalé et pourquoi l'avenir s'annonce radieux. Le duel des chefs, on ne pouvait pas se quitter sans parler du choc Italie-Croatie. Un véritable quart de finale déguisé, âpre, physique, qui a vu l'Italie arracher le dernier ticket pour le dernier carré. On ferme la page spéciale Belgrade avec l'équipe de France avant de reprendre notre rythme habituel. C'était beau, c'était intense, c'était la France à Belgrade. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Ravi de vous retrouver pour un dernier épisode consacré à l'équipe de France. Mais avant de débriefer le match de l'équipe de France qui a remporté son dernier duel face à la Géorgie, on va vous détailler quelques résultats précédents. On commence par Turquie-Géorgie, donc qui déterminait l'adversaire de l'équipe de France. La Géorgie s'est imposée 14-11 face à la Turquie dans ce dernier match de la poule F. Deuxième match, mais pas forcément dans l'ordre chronologique, mais moins d'intérêt. On avait un Roumanie-Grèce et la Grèce qui s'impose plus que facilement 18-9. Et le sommet de cette journée, c'était Italie-Croatie pour attribuer le dernier ticket des demi-finales, un match qui a répondu à toutes les attentes et c'est finalement l'Italie qui s'est imposée 13-10. Ouais Christophe, écoute, comme tu l'as dit, dernier ticket pour les demi-finales. Les Italiens avaient perdu les Grecs comme les Croates et donc écoute, c'était un quart de finale en fait, ce match-là. Un match très très âpre, très très physique, basé sur des grosses défenses puisqu'il y a un petit score, 13-10, c'est pas un gros score, avec une Italie qui s'est détachée 6-3 assez rapidement pour finalement voir les Croates recoller aussi rapidement, d'ailleurs 6-6. Et puis écoute, ça a été un combat comme on s'y attendait. Alors j'ai un petit bémol, 46 fautes graves dans le match, 46 fautes graves en 32 minutes. Moi je veux bien, mais si on continue comme ça, le water-polo, finalement, il n'y aura plus d'attaque placée. C'est-à-dire qu'on dira, voilà, l'équipe qui récupère la balle, l'équipe qui défend, vous enlevez un joueur et on attaque un de plus, puisque de toute façon, maintenant, c'est en train de devenir ça. 46 fautes graves. Les Italiens avaient 10 joueurs à 2 fautes. Les Italiens ont eu l'exploit à un moment donné d'avoir 10 joueurs à 2 fautes. On sent consommer un joueur sur sa 3e faute, mais ça a fini par arriver. Donc, il y a eu 4 joueurs croates éliminés, 3 Italiens.
À l'heure où on parlait à un moment donné des Jeux Olympiques, puisque ça a été longtemps évoqué, avec 11 joueurs seulement de champ, mais tu t'aperçois qu'avec ce type d'arbitrage, tu vas finir des matchs à 6 contre 5, à 6 contre 4. Moi, je trouve que ça tourne un peu au ridicule parce que je l'ai déjà dit, hein, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres éditions de championnat, cette systématisation de l'exclusion en pointe, quelle que soit la pointe et quel que soit le défenseur pointe, parce que maintenant, j'allais dire, c'est le premier arrivé, parfois c'est le premier arrivé en pointe qui va prendre la position, et l'arbitre, il doit voir quand même que un défenseur de métier contre un gars qui joue en pointe, c'est pas forcément son poste, le défenseur n'a toujours aucune chance. Donc 46 fautes graves, écoute, ouais, c'est bien, ça plaît aux gens, il y a que de la zone plus en fait, et ou du coup franc direct, mais j'ai rarement vu quand même un match à 46 fautes. Ouais, je trouve ça un petit peu regrettable, hein, ça fait 15 joueurs à 3 fautes quand même, hein, 46 fautes. Mais écoute, les Italiens s'en sortent, à la grinta, je trouve, ils l'ont peut-être un peu plus voulu que les Croates, et puis bien aidé par un Del Longo qui a pas toujours été à la fête, mais là qui a été très, très brillant, et puis, bah, écoute, il a fallu puiser dans le banc, dans les ressources et tout ça, et l'Italie, à ce petit jeu-là, est toujours assez, redoutable, et puis, bah, écoute, ils valident leur ticket, ça valide les choix de Campagna, hein, je t'avais dit que Campagna, il s'est inspiré de Rudic en 95 quand Rudic avait enlevé une grande partie de l'équipe nationale, et puis bah ils avaient fini champion d'Europe d'ailleurs à Vienne. Et puis bah là, tu vois, ils sont dans le dernier carré, il faudra compter avec eux, ils vont jouer la Serbie, ça sera pas simple, mais l'Italie perd des matchs, mais pour les battre, il faut quand même s'employer, et ça montre la bonne santé du polo transalpin qui peut laisser Di Fulvio et d'autres à la maison et rallier quand même le dernier carré. Ouais, c'est un sacré tour de force, de Campagna, de mener cette équipe, dans ce dernier carré. Alors pour confirmer, ce que tu disais aussi, hein, tous les joueurs de champ italiens ont pris à minima 2 fautes, sauf Carnesecchi, parce qu'il a joué que 16 secondes. Donc ça aurait été dommage de prendre une faute en 16 secondes, mais tous les joueurs italiens ont pris au moins 2 fautes, à part les gardiens, bien évidemment. Oui, quand tu te retrouves avec 25 fautes graves, oui, oui, quasiment tout le monde a 2 fautes. Il y a quelque chose qu'on va aborder aussi, qui me gêne aussi, l'histoire de la VAR avec le ballon vert là qu'on jette dans l'eau. Alors, bon, la VAR, on va dire que c'est un progrès technique. Ce qui me gêne, c'est pas ça, c'est que l'équipe qui attaque pense obtenir un penalty qui n'est pas sifflé par l'arbitre. OK, donc la balle va à l'équipe adverse qui, au bout de, je sais pas, attaque à un corner, récupère le ballon, et puis au bout de 45 secondes, entre les 28 et les 18, marque un but. À ce moment-là, la VAR intervient. La VAR revient sur la décision et effectivement accorde un penalty à l'équipe initiale qui a demandé effectivement le challenge. Mais le problème qu'il y a, c'est que non seulement on t'enlève le but à toi, l'équipe qui a marqué, le penalty non sifflé n'a aucune influence sur le but que toi tu marques. On est bien d'accord. Et en plus, on te déduit pas le temps. C'est-à-dire que nous, on joue l'un contre l'autre. Toi, on est à 4 minutes 20, il y a 11-11. On est à 4 minutes 20. Toi, t'estimes qu'il y a un penalty pour toi. L'action se poursuit. Moi, je mets 30-35 secondes pour marquer le but. Je passe devant à 12-11. Et puis, finalement, bah, la VAR te donne raison. Donc, on m'enlève mon but. Tu marques ton penalty. Donc, au lieu que ça fasse 12-11 pour moi, ça fait 12-11 pour toi. Ça pourrait faire 12-12, hein, parce que moi, je serais partisan quand même qu'ils maintiennent le but que je marque. Et en plus, les 40 secondes que j'ai mis pour marquer le but, elles ne sont pas, ça revient pas à zéro. Je perds un but, 2 buts et 40 secondes. Ça, c'est pas possible. Au basket, t'as le review. Le review, ça existe, mais tu reviens au temps qui était au moment de l'appel de la VAR. Quand l'équipe jette le truc vert là dans l'eau, eh ben, la table doit dire, voilà, il a jeté le truc vert à 4,21. Si jamais la VAR lui donne raison, on reviendra à 4,21. Et pourquoi refuser le but? C'est la double peine. On te refuse le but et on t'enlève du temps. Donc, je trouve ça, là, tu vois, pour l'instant, ça n'a pas trop prêté à confusion ou à conséquence parce que les scores étaient un petit peu détachés. Mais quand tu vas avoir un truc comme ça qui va arriver à 1 minute de la fin d'un match et que tu as une équipe qui va marquer un but, pareil, qui va prendre 40 secondes, et puis tout d'un coup, on va lui dire, bah non, t'es plus à -1, t'es à -2 maintenant au score, mais t'as plus que 20 secondes de match, là, tu vas voir que ça va poser problème. C'est une règle qui est ubuesque pour moi, ça n'existe pas. Tu peux pas doublement récompenser une équipe. L'arbitre s'est trompé, tu lui donnes la VAR, mais tu peux pas en plus enlever du temps et un but
à l'équipe qui a marqué. C'est ridicule. Oui, on a eu cette discussion avant d'enregistrer, on est 100 d'accord, c'est assez hallucinant. En plus, avec la VAR, on peut voir le chrono et cetera, remettre le temps, revenir en arrière. Bah non, là, en fait, non, le jeu, c'était à continuer, mais effectivement, tu es pénalisé doublement. Donc, bah, si vous avez, aussi constaté, ces choses-là comme nous, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'épisode, savoir un peu votre avis. Est-ce que vous partagez, ce qu'on a pu constater nous et ce dysfonctionnement qui nous semble un peu fou? Bah, n'hésitez pas à le commenter, donc soit directement dans l'épisode, soit sur les réseaux sociaux. Je ferai un petit post, là-dessus. Christophe, ça, c'est une nouvelle règle, hein, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Moi, je suis pas contre les nouvelles règles, hein, qu'effectivement, il y ait un vol parce que l'arbitre, il a pas vu, que tu, lui as arraché le bras à la volée, au poteau, machin, et cetera. Mais pourquoi priver l'équipe qui attaque après du but? Le but qu'elle a marqué n'est pas entaché du tout, du penalty qui n'a pas été sifflé. C'est n'importe quoi. Après, tout dépend si les joueurs, continuent l'action ou pas, même si est-ce qu'ils reviennent en défense? Est-ce qu'ils se sont arrêtés de jouer? Si tu fais, ils se sont arrêtés, tu fais une contre-attaque, 2 contre 1, 3 contre 2, et cetera, bon, ça peut être Non, il y a contestable aussi. non, les joueurs, ils s'arrêtent de jouer que quand il y a but, hein. Ils s'arrêtent pas de jouer quand il y a, ils s'arrêtent pas de jouer quand c'est pas sifflé. Parce que s'ils s'arrêtent de jouer quand c'est pas sifflé, c'est de leur faute. Voilà. Donc quand c'est pas sifflé, tu continues à jouer. Mais je trouve ça quand même, la réduction de temps et l'annulation d'un but, je trouve ça quand même, enfin bref, écoute, on aura des avis de certaines personnes, on verra, mais je trouve ça assez improbable. Ouais, et donc juste pour revenir un peu sur un peu quelques statistiques de ce match, bah, tu l'as dit, hein, Del Lungo qui a été très bon, bah, il est noté à 60 de réussite, mais Biac en face n'était pas en reste puisqu'il est à 50 et il a au moins arrêté un penalty, de ce que j'avais pu voir. Les Croates qui ont été pas mal mis en échec, hein, parce qu'ils finissent à peu moins de 29 au tir contre quasiment 40, pour les Italiens. Donc, voilà, les Italiens que j'ai pas trop aimé leur façon de jouer, cette façon de truquer, toujours à chercher. Bon, on le voit, hein, dans d'autres sports, ils font la même chose, mais ça, ouais, ça m'a pas plu dans ce match. La version, je dirais que c'est un peu la mauvaise version de l'Italie. Ce trucage, ce truc, voilà, ça m'a pas plu. Mais Christophe, ça fait 50 ans que ça dure, hein, ça a toujours été comme ça. Les Italiens surjouent, les contacts, on en avait parlé, Hugo Fontani, dans l'interview nous en avait parlé aussi. C'est pas nouveau, les Italiens sont comme ça, donc écoute, ils vont jouer les Serbes en demi-finale ouverte, mais je vois quand même les Serbes passer. Mais bon, pour l'instant, je me trompe un peu dans les pronostics. Pendant que de l'autre côté, bah, et on aura un duel entre la Grèce, qui est la seule équipe à avoir fait le plein de points depuis le début de la compétition, qui sera opposée à la Hongrie. Là, c'est trop indécis, mais je vois quand même la Grèce, mais les Hongrois restent les Hongrois. Donc, écoute, on verra, mais une bien belle compétition jusque-là. Après, sur l'ensemble qu'on a pu voir, sur, tous les matchs, après, moi, je reviendrai un peu sur les tirages au sort, mais c'est vrai que c'est la seule équipe invaincue. Ils proposent du beau jeu, mais une demi-finale, voilà, ça reste une demi-finale. Toutes les équipes vont s'arracher justement pour aller chercher, bah, cette finale. Bien fort celui qui sera véritablement pronostiqué, bah, qui sera en finale. Les Serbes à domicile, ça me paraît très logique. Les Grecs, ouais, je les mets pas mal, mais la Hongrie, elle va être redoutable, elle va rien lâcher et ils sont montés un petit peu en puissance. C'est vrai que le premier match contre la France, moi, je les avais pas trouvés impressionnants, toi non plus, on en avait discuté. Mais ils ont fait le job et ils sont en demi-finale, donc on verra ce que ça peut donner, sur ces matchs-là. Les Grecs, Campagna a dit, quelque chose de juste, je suis d'accord avec lui, que la Grèce arrive à maturité pour enfin décrocher sa première médaille d'or. Ils ont jamais gagné une médaille d'or dans un championnat d'Europe, du monde ou les Jeux olympiques. Ils ont buté plusieurs fois en finale. Bah ouais, c'est l'équipe qui arrive à maturité parce que, Argyropoulos, Gelidounias, Skoumpakis, Papanastasiou, tout ça, ça joue ensemble depuis très longtemps. Ils ont 2 monstres devant, avec Kakaris et, Nikolaïdis. De temps en temps, il y a même Papanicolaou qui y va. Il y a des jeunes, Iouveitis, c'est pas tout à fait un jeune, mais il est là, très bon shoot. Iouveitis, Kalogeropoulos. Donc ils ont une équipe avec 2 bons gardiens, parce qu'ils en ont pas qu'un, mais il y a les 2. Donc, écoute, ils ont une équipe équilibrée, disciplinée, et tu sais, tu peux tourner autour. Au bout d'un moment, ça tombe sur toi. Je vois bien les Grecs quand même, battre les Hongrois. Je vais mettre une petite pièce sur la Grèce quand même. Ouais, pour moi, c'est l'équipe la plus complète. Bah, tu viens de d'évoquer tous ces joueurs, voilà, avec tous les postes là. Donc, ouais, je pense que c'est les favoris, je dirais quand même. Mais voilà, l'équipe à domicile, les Serbes, on sait qu'ils lâcheront rien, malgré, on a bien vu aux Jeux Olympiques, hein, après avoir perdu plusieurs matchs, et ben, c'est eux
qui ont levé la coupe à la fin. Donc, voilà. Qui ont battu les Grecs aux Jeux Olympiques à 2 secondes de la fin sur un shoot de Jaksic. Ouais. Et Argyropoulos, je voulais en profiter là parce qu'on avait fait quelques échanges de messages. Argyropoulos qui était 3e buteur, je crois, avec quasiment 80% de réussite ou un truc comme ça, quoi, un truc de fou, quoi. 17 buts, 3e buteur des championnats d'Europe. Enfin voilà, c'est l'homme fort du moment, quoi. Ouais, avant cette journée-là, on avait Camilleri, le Maltais, et Thomas Vernou tout en haut du classement des buteurs. Avant cette journée, Argyropoulos suit de très près, mais lui, il a 77% au tir, ce qui est assez phénoménal. Joueur majeur de Ferencváros, qui vient de gagner les 2 dernières Ligues des Champions. Donc, ouais, il est au rendez-vous. Joueur précieux qui fait très, très peu d'erreurs. Gueni Dounias, moi, j'aime beaucoup, toujours présent, jamais décevant. Et puis voilà, écoute, ils ont un jeu qui est bien rodé. On verra, là, on verra. C'est ouvert, mais c'est une demi-finale. Mais je vois la Grèce. Ouais, on verra. Mais en tout cas, il y aura ce qui est sûr, ou on est sûr, c'est qu'il y aura du polo de haut niveau. Avant d'aborder encore l'équipe de France, donc pour cette belle victoire finale, on a eu quand même donc match de classement 11e et 12e place Pays-Bas-Turquie. Écrasante victoire des Pays-Bas, 25-8. Bon, ça fait un peu tâche pour les Turcs, marquer que 8 buts et surtout avoir un écart de cette ampleur. Donc voilà, les Pays-Bas qui finissent 11e, les Turcs qui finissent 12e. Ouais, c'est toujours bien de finir. Alors, tu as des gens qui diront: «Ouais, des matchs de classement, ça sert à rien parce qu'on s'en fout d'être 11e ou 12e». Donc à ce moment-là, tu fais pas de match de classement du tout, ni pour le 5e et le 6e. Et puis, bah, tu as un championnat d'Europe qui se termine juste avec 1, 2, 3, 4 et puis, bah, après, tu sais pas le classement. Mais, c'est important de bien finir un tournoi, toujours, parce que c'est là sur cette dernière impression-là que tu restes. Et puis, bah, après, tu sais, quand tu regardes les archives, les classements et tout ça, oui, c'est important quand même de finir devant une équipe, derrière une équipe, etc. Donc les matchs de classement servent à quelque chose. On aura un Croatie-Espagne bientôt pour la 5e, 6e place et les équipes joueront à fond, j'en suis sûr. Et là, les Turcs, alors j'ai pas vu le match, je te l'avoue, mais 25-8, à mon avis, ça a laissé filer ou ça a tourné, je sais pas. Mais ça fait un petit peu tâche, comme tu dis, de finir un tournoi comme ça. Pourcentage au tir, on a 27,6 pour les Turcs et 57 quasiment pour les Néerlandais avec Ten Broeke qui marque 7 buts sur 9 tirs, pas négligeable. On a eu aussi un match de classement, donc Monténégro-Roumanie. Donc le Monténégro l'emporte 21-15 et se classe donc 7e et Roumanie 8e. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la victoire, la très belle victoire 16-13 contre la Géorgie et qui permet à la France de se classer 9e, Géorgie donc 10e. Et à l'interview d'après-match, la France, enfin en tout cas celui qui a été interviewé, la France était venue, ce qui a été annoncé, pour se classer dans le top 8. Ils en sont pas loin et on l'a dit de nombreuses fois, cette équipe-là nous a fait plaisir. Ça s'est joué, voilà, notre petit regret, on l'a évoqué aussi, voilà, peut-être contre le Monténégro ou peut-être cette égalisation, aurait fait peut-être basculer l'équipe de France dans ce fameux top 8. Alors il y a ça, j'aurais voulu voir une égalisation pour voir jusqu'où on va, mais quand même, tu t'aperçois que le tirage au sort a son importance parce que tu te retrouves dans un groupe de 6 avec Serbie, Espagne, Hongrie, Monténégro. Donc il fallait se glisser pour être top 8 dans ce quatuor-là, alors que de l'autre côté, quand même, si tu enlèves Croatie, Grèce, Italie, il fallait matcher avec Roumanie, Géorgie et Turquie. Bon, on a vu que les Turcs sont un petit peu derrière. La France a battu la Géorgie. Et je pense que la France actuellement est supérieure à la Roumanie. Donc si tu es dans l'autre poule, tu es dans les 4 de la poule et donc tu es dans le top 8. Donc le tirage au sort a quand même son importance. 9e place, moi je signe des 2 mains parce que c'est déjà pas mal. Tu es à peu près à la moitié de trucs. Il y a 16 équipes. Et puis on a battu de manière convaincante des équipes avec lesquelles on match et qu'on n'a pas toujours battu. Les Pays-Bas, et aujourd'hui la Géorgie qu'on a battu pour moi, sans contestation, puisque le match a été pris par le bon bout, idem contre les Pays-Bas. Les Géorgiens auront mené une seule fois dans le match, ce fameux 1-0. Et puis ensuite, écoute, ça a été, je ne veux pas dire un cavalier seul, mais la France a construit son succès petit à petit. Donc on passe un petit peu, le match est serré un petit peu au début de 2-4-4, et puis à partir de 4-4, on va mettre un 5-0.
du 5-4 d'Alexandre Bouet jusqu'au 9-4 d'Alexis Drahe. La France a pris quand même un avantage assez certain. Les Géorgiens se sont un petit peu énervés, ils ont pris un carton rouge. Il y a eu un moment important aussi, c'est le 7-4, justement le but qui a vitesse réelle. Je pensais qu'il y était, que Hugo Fontani arrête et puis la balle rentre, mais pas complètement. On rappelle que toute la circonférence du ballon doit avoir passé la ligne de but pour que le but soit accordé. Donc au lieu d'être à 7-5, on est toujours à 7-4 et puis Thomas marque le 8-4 suivi d'Alexis Drahe. Donc écoute, on a fait un match dans la même veine que les autres matchs. C'était pas Vieko Kobechak qui était sur le banc puisqu'il était suspendu, c'était Olivier Chandieu. Et moi, j'ai vu une équipe avec la bonne attitude, l'attitude qu'il faut dans ces matchs-là. J'ai l'impression qu'il y a une vraie, tous les joueurs sont concernés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe-là. Et écoute, il fallait se gagner. Surtout, on parlait de la fin des tournois. Il fallait finir parce que pour l'instant, on avait fait un championnat d'Europe pas mal, mais si tu finis par une défaite sur la Géorgie, je vais pas dire que ça remet tout en question ou en cause, mais quand même, tu finis sur un truc où tu es 10e, tu perds les Géorgiens, c'est que c'est pas terrible. Alors que là, écoute, ils ont fini de la meilleure des façons. Il y a eu un petit rapproché à un moment donné des Géorgiens, mais pas suffisamment pour que la France mette le couvercle sur cette rencontre. Ouais, tout à fait. Alors bon, les Français ont bien été aidés par, le peu de réussite, du gardien, géorgien, Razmadze qui a fini, à 20 hein, 4 arrêts uniquement dans ce match. Voilà, quelquefois, il est pas passé loin, mais il y en a un qui lui passe un moment sous le bras et par Romain Marion Vernou, qui marque un but au centre et qui lui passe sous le bras et qui rentre tout doucement dans le but. Ça, c'est la magnifique action de Romain Vernou où on croit qu'il va tirer. Les deux défenseurs montent, ils s'infiltrent entre les deux. Là, il faut des cannes parce qu'il faut réenchaîner derrière, il faut pas s'enfoncer. Et il shoot, mais il a 4 mètres de la cage. Donc, elle lui passe sous le bras, mais il peut pas faire grand-chose. Après, tu sais, il est pas beaucoup en réussite au niveau des pourcentages, mais bon, en face, tu as Thomas, tu as Alexandre Bouet, tu as Romain Marion, tu as Steven Vitran qui a bien fini ses actions. Et le joueur qui est bien sorti de sa boîte aujourd'hui, c'est Drahe, qui a mis des beaux buts. Il y a une lunette à un moment donné, mauvais bras, la poste 2. Ouais, des fois, tu as des mauvais pourcentages parce qu'en face, tu as des très bons shooters. Ouais, après voilà, on le voit, hein, 53,3 au total au tir. Alors moi, j'ai trouvé dans ce match, j'ai pas retrouvé bon, après c'était ça on est en fin de tournoi, tout ça, mais enfin l'impression, ça veut pas dire que c'est négatif, mais il y avait un drôle de rythme dans ce match. On sentait pas forcément l'intensité, qu'il y avait eu sur les autres matchs. Alors après, c'est aussi en fonction de l'adversaire, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un peu un faux rythme et bon, les Géorgiens ont bien été aidés, par, le retour du numéro 4 là, Tchouchachvili qui avait Le été gaucher. suspendu. Le gaucher, ouais, qui shoot pas mal. Bon, il a tiré 9 mois, il en met que 3. Il est quasiment pas sorti du match, hein, il est à plus de 30 minutes, dans le jeu. Voilà, joueur précieux pour cette équipe-là. Bon, après, ils ont un Vasic, qui fait 0 sur 6. Il a pas été performant dans ce match-là. Et celui qui a été exclu, alors j'ai pas bien compris cette action, je voudrais qu'on y revienne. Là, je crois que c'est le numéro 3, Dadvani, donc il y a eu une VAR justement avec, donc ça a été sifflé, violence. Il a été exclu, il prend le carton rouge. Mais au départ, même le commentateur pensait qu'il allait, être exclu 4 minutes et donc il y avait pénalty plus 4 minutes. Mais en fait non, il est juste sorti, il y a eu un remplacement 18 secondes d'attaque zone plus. La France transforme le but, mais ça s'est arrêté là. Donc j'étais assez surpris quand même, voilà, que sur violence, normalement c'est 4 minutes plus pénalty. Sur cette action, ça s'est pas concrétisé comme ça. Alors, c'est le meilleur joueur de son équipe, hein, mais bon, écoute, il a été, il a fait, j'allais dire, le surpris par le carton rouge parce que, écoute, tant que t'es pas pris par la patrouille, ça marche, mais quand t'es pris par la patrouille, oui, souvent les joueurs sont surpris en disant: «Ah mais c'est pas moi», mais oui, il y a un coup volontaire en dehors de l'eau, il aurait pu, s'en tirer de manière, pire que ça. Puis, écoute, les arbitres se sont, contentés d'un rouge, mais effectivement, ça aurait pas été scandaleux, qu'il s'en tire avec quelque chose de bien plus grave pour lui. Il est à noter quand même 2 choses, hein, c'est que cette chère Géorgie avait fait que 2 buts contre l'Italie. Donc c'est quand même un résultat, à noter, hein, tout le monde fait pas 2 buts contre l'Italie et les Croates l'ont pas fait d'ailleurs. Et puis il y a une autre chose aussi qui souligne la performance des Français, c'est que les Français ont été plus de 2 fois sanctionnés que les Géorgiens puisque, il y a eu 22 fautes graves contre les Français et 10 seulement contre les Géorgiens. Donc gagner un match comme ça en maîtrisant le sujet, en étant sanctionné 2 fois plus que l'adversaire, ce qui est quand même énorme, 22 zones moins, zones moins et pénalty. Ça renforce pour moi la performance des Français. Si un jour tu as un match avec une inversion et que c'est toi qui as 22, je pense qu'il y aura plus que 3 buts d'écart.
Et moi, j'ai trouvé une équipe toujours pareil, hein, c'est pas qu'on répète, mais c'est que les Français nous font qu'on répète les choses. Solidaire, active, avec la bonne attitude et puis voilà, ça conteste pas l'arbitrage, ça avance, ça joue comme il faut. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et puis tu sais, l'autre jour on parlait des Hollandais qui ont une équipe jeune et tout ça, mais la France a 3 joueurs seulement qui sont nés avant 2000. Donc il y a Hugo Fontany, les 2 gardiens en plus, Hugo Fontany, Julien Hoffner et Steven Vitrand. Tout le reste, c'est né en 2000 et après, donc ça va de 2000 jusqu'à 2007 pour, Fernandez et Barna. Donc on a une équipe, nous aussi, qui est, jeune et en devenir. Ce championnat d'Europe, le bilan de ce championnat d'Europe, donc quelqu'un qui regarde pas et te dira: «Ouais, on est 9e, avant on était 6e, avant on a fait mieux». Oui, oui, on a fait mieux avant, mais cette équipe-là, était posée question un petit peu avant la compétition et puis, bah, écoute, tu bats les 3 équipes que tu devais battre, Géorgie, Malte et la Hollande, donc tu te rates pas, aucune victoire au pénalty. Tu matches grandement avec le Monténégro et puis, bah, écoute, tu fais des défaites après, honorables contre les autres donc voilà, non, non, moi je tire mon chapeau à cette équipe-là et j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que ça vit bien, qu'il y a une bonne ambiance, que c'est serein, que ça vit bien, qu'il y a pas de que tout le monde fait l'effort pour le copain, quand il y a une connerie qui est faite, bah, elle est rattrapée et puis tu es porté aussi par 2 joueurs, de très, très haut niveau que sont Thomas et Hugo. Il y a pas que parce que tu vois, je te dis, Andrae aujourd'hui il met 3 buts dans un match important. Fernandez a beaucoup de temps de jeu et il l'utilise assez bien. Donc, on a une équipe vaillante. Mas, fait son boulot devant, il est pareil, il est vaillant au poste de pointe de la pointe, c'est ce qu'on lui demande. Mais moi j'ai trouvé ça bien et enthousiasmant. Oui, oui, j'ai trouvé ça bien aussi, mais petit bémol, voilà, c'est ce qui m'embête un peu, c'est un peu le nombre de shooters, dans l'équipe de France. On a dit que la menace offensive reposait pas forcément sur beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, c'est 6 tireurs et uniquement 5 buteurs, bon, qui ont marqué des buts, hein, Alexandre Bouet en met 4, Alexis Daé 3, dont un, presque, j'allais dire 100 aixois, puisque c'est Fernandez qui lui fait la passe au poteau en zone plus et ça va. On a Thomas Vernou qui en met 4, dont un magnifique, presque, comme on dit des fois au basket, coast to coast. Il intercepte la balle en défense alors que l'équipe géorgienne était en zone plus et il va finir en contre-attaque tout seul. Il en met 2 d'ailleurs comme ça en contre-attaque, mais celui-là était plutôt pas mal. Steven Vitrand qui marque 3 buts aussi, qui à un moment aussi marque un but important où il prend sa responsabilité, il est mauvais bras, et ben il a décidé d'y aller et il va jusqu'au bout et il marque. Donc ça faisait du bien à ce moment-là. Et Romain Marion Vernou qui marque 2 buts, voilà. Au niveau des exclusions, on a 4 joueurs qui finissent pas le match. Guérin, Marion Vernou, Carpentras et Mas. Et un seul côté géorgien, celui qui a pris le carton rouge. On l'a dit, hein, l'équipe de France qui a pas été beaucoup aidée par les exclusions, en tout cas qui en a pas provoqué beaucoup, qui en a pris beaucoup, mais ils ont su bien gérer aussi, on le répète à nouveau, par un bon Hugo Fontany qui clôture bien son tournoi avec 50%, 13 arrêts sur 26 tirs. Il a fait le job, ça rassure l'équipe. Pour en revenir au niveau des buteurs, alors tu as peu d'équipes aussi où tu as 10 joueurs différents qui marquent des buts. Je me souviens quand même que Canovas contre le Monténégro, il en met 5. Donc Canovas fait partie des joueurs qui sont susceptibles de marquer. Après effectivement, tu as des joueurs qui sont plus, pas dire des porteurs d'eau, mais qui ont un rôle qui n'est pas forcément celui-là, mais qui sécurisent, la défense, qui aident, qui coupent, des contre-attaques et tout ça, c'est tout aussi important. Donc ouais, ouais, oui, notre menace, ça me poserait problème s'il y avait qu'un marqueur, mais bon, tu commences à avoir 5-6 joueurs qui sont 7 joueurs qui sont susceptibles de marquer. Moi, ça me va très bien comme ça. Et puis une défense bien articulée aux commandes d'Hugo, qui est solidaire au bloc et tout ça. Et puis quand même, il faut pas se mentir, mais quand tu es dans la difficulté, c'est vrai que quand tu as un gars comme Thomas, quand tu es fatigué, quand tu as un gars comme Thomas qui te permet de mettre 1 but, 2 buts sans trop te fatiguer parce que tu lui files le ballon et puis sur un coup franc direct, il t'envoie un shoot de nulle part et que ça permet de reprendre le score, de reprendre 2 buts d'avance, 3 buts d'avance sans avoir à batailler à la pointe, sans avoir machin. C'est vrai que ça soulage vachement et Thomas dans ce rôle-là est très précieux et très, très important. Je suis content du match d'Alex Boué aujourd'hui parce qu'il a sorti des buts au moment important. Les petits buts qui te permettent, quand l'équipe adverse est en train de revenir, tu remets une petite couche sur 1+3 et ça
ça fait souffler tout le monde. J'ai une équipe qui, encore une fois, hein, qui fait plaisir à voir. Tu vois que quand il y a des temps morts, les mecs, ils sont à l'écoute, ils écoutent, ils appliquent. Il y a pas de il y a pas eu de mouvement d'humeur pendant tout le tournoi. Une équipe très, ouais, très solidaire et qui a jamais baissé les bras, même quand c'était difficile ou même quand il y avait des événements contraires. Tu vois, aujourd'hui, c'est le dernier match, tu as 22 fautes graves contre toi à 10 et puis tu fais quand même +3 contre la Géorgie. C'est moi, je banalise pas parce que c'est des résultats importants qu'on n'espérait pas forcément parce que quand même, on a été dans le creux de la vague, dans le très, très creux de la vague pendant un moment et bah, écoute là, on a des lendemains qui chantent un peu et c'est plutôt encourageant et ça va donner des perspectives un petit peu à tous les petits gamins là qui ont regardé ces matchs à la télé et puis qui se disent: «Voilà, je veux devenir celui-là, je veux devenir celui-là» et puis, bah, c'est toujours intéressant quand ton équipe fanion, la vitrine fonctionne, bah, derrière ça entraîne tout le mouvement du polo français et c'est plutôt pas mal. On avait un arbitre qui a arbitré des matchs très importants. On a des joueurs qui sont issus, quasiment, pas de tous les clubs, mais il y a beaucoup de clubs quand même qui sont, représentés et puis on a un entraîneur qui est, un duo d'entraîneurs qui m'a l'air, de bien fonctionner, un bon binôme. Donc écoute, moi quand c'est pas bien, on le dit, mais quand c'est bien, moi je le dis aussi et tout ce que j'ai vu à Belgrade m'a plu. Ah ouais, bon, juste, Alexandre Bouet, tu l'as cité, je reviens juste là, il marque ses 3 sur ses 4 buts, il en met 3 en tout entre la première période et tout de suite le début de la deuxième période et pour tempérer malgré tout ce que je disais, ce que moi j'ai bien aimé dans cette équipe, on l'a dit, c'est à chaque fois qu'elle prenait un but, bah, tout de suite elle réagissait derrière et elle allait, maintenir l'écart. Une fois qu'elle avait creusé l'écart, elle arrivait à maintenir cet écart, à le creuser dans le meilleur des cas et ça aussi ça fait, enfin c'est une marque pour moi de maturité, d'une certaine maturité justement ou de maîtrise. Voilà, on sait ce qu'on doit faire et on a pris le but, c'est pas grave, ben, on en marque un derrière et ça c'était plaisant aussi à voir dans l'état d'esprit. Alexandre Boué qui met quand même le 14-9 qui pour moi scelle le match. Il y avait 13-9. 13-9, tu pas encore complètement à l'abri et il met ce 14-9 qui coupe les jambes un petit peu des Géorgiens. C'est pas des matchs où ça virevolte parce que les Géorgiens, ils ont ce jeu un peu posé, placé, où ils jouent, toute la possession, jusqu'aux 28 secondes. Ils ont un polo, structuré donc c'est pas, il y a pas d'envolée de contre-attaque chez les Géorgiens et tout ça. Ils ont un jeu posé, donc c'est ce qui fait que le match, tu as l'impression d'une certaine lenteur, mais très, très bon résultat et puis, bah, voilà et tu sais, il y a pas beaucoup de compétition actuellement puisqu'il y a eu un championnat du monde l'année dernière auquel on n'a pas pris place. Là, cette année, en 2026, bah, la saison est quasiment, internationale est quasiment, enfin d'équipe nationale est quasiment terminée puisqu'il y a que le championnat d'Europe cette année. Donc, bah, écoute, c'est bien, quand tu te retournes de te dire que, bah, voilà, tu as mis des équipes derrière toi et encore une fois, il y a aucune victoire imméritée, il y a aucune victoire au rabais. Toutes les victoires que tu as eues, elles sont 100% méritées, il y a pas de contestation. Donc, ça donne de la confiance et ça te prouve que tu peux y arriver. Donc c'est une bonne base de travail. J'ose espérer quand même que le tandem, Veiko Kobechak-Olivier Chandieu sera reconduit, parce que pour moi, ils ont fait le job, ils ont rempli, ce que l'on attendait d'eux. Donc j'espère qu'ils seront reconduits. Je suppose que les joueurs, veulent que ce soit ce duo-là qui continue, à être sur le bord et écoute, bah, c'est bien, c'est très bien et je suis très content. Oui, oui, je le suis aussi. Je partage, voilà, cette analyse globale. Juste pour, parler un petit peu quand même de cette équipe géorgienne, hein, c'est pas non plus, elle est pas arrivée là par hasard, hein, c'est pas une mauvaise équipe. On sait que je crois que il me semble que j'avais entendu, les Français qui l'évoquaient en début de tournoi, que c'était pas forcément une équipe facile à manœuvrer. Ils ont réussi à le faire. Donc une équipe géorgienne entraînée par un entraîneur grec et au moins 2 de leurs joueurs jouent quand même dans des clubs, intéressants. On en a celui que j'avais cité là, le numéro 4 joue au BVSC, je crois, de ce que j'ai entendu et Pas donc le facile la joueur, prononciation. Tankosic, je vais dire comme ça, je le prononce sûrement pas bien. Lui joue à Ortigia. Après je connais pas trop les autres joueurs, mais je pense que les Vasic, Saric, je pense qu'ils sont pas d'origine géorgienne vu la consonance de leur nom. On arrive à la fin de ces épisodes spéciaux consacrés en grande partie à l'équipe de France qui nous a fait plaisir. On disait que suivant le classement, bah, ça serait un bon championnat, un très bon championnat, voire un très très bon championnat. Ben, je dirais que c'était un très très bon championnat. L'équipe de France qui finit 9e.
aux portes du top 8. Ils nous ont régalé, ils nous ont fait plaisir et je pense qu'effectivement la perspective d'évolution et de progression de cette équipe est assez important et j'espère que la prochaine compétition, on les verra, ils nous régaleront pareil. Et on vous donne aussi donc rendez-vous prochain épisode, on reprend le rythme à mardi et on aura aussi des choses potentiellement prochainement à vous raconter sur le championnat d'Europe femmes qui aura lieu du 26 janvier au 5 février à Funchal avec l'équipe de France. Merci, ciao. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Finn, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Finn goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at Finn.ai. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Shifting a little money here, a little there, and hoping it all works out? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can be a better budgeter and potentially lower your insurance bill too. You tell Progressive what you want to pay for car insurance, and they'll help you find options within your budget. Try it today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. For delicious meals, you could go out to eat, or you could just make a Marie Callender's meal. Marie Callender's classic chicken parmigiana bowl is so good, it has marinara sauce that's made from scratch and creamy mozzarella cheese over pasta. It's delicious with no artificial flavors, colors, or preservatives and 30 grams of protein. You can find it in the frozen aisle. Marie Callender's, what having it all tastes like. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.